Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le campus métropolitain ESTP ESEO de Dijon. Anne et moi-même aurons le plaisir d'animer cette matinée pour vous accompagner. En effet, Audrey, aujourd'hui, pour l'inauguration de ce magnifique campus, nous avons la responsabilité d'animer cette table ronde qui réunit tous les acteurs qui ont œuvré à la réalisation de ce bâtiment et les dirigeants des deux écoles. Sans plus tarder, commençons par vous, François Rebsamen. François Rebsamen, nous sommes donc réunis aujourd'hui pour inaugurer ce nouveau campus métropolitain. Pouvez-vous nous dire comment est née l'idée de ce projet et nous parler de sa genèse? Si vous me donnez une heure, je pourrais développer à souhait, mais je vais essayer d'être bref et précis dans ma réponse. Finalement, c'est souvent le hasard. Et Jérôme Monod disait que hasard et nécessité, ça donne des créations. Et donc, c'est le hasard d'une rencontre que j'ai faite avec quelqu'un qui est dans cette salle, M. Delcourt, qui m'a dit tout simplement un jour qu'il fallait que j'aille voir à l'ESTP, que tu ne m'en veuilles pas, on a commencé par là. Il fallait que j'aille voir parce que il se disait que l'ESTP, évidemment, envisageait potentiellement d'aller s'installer quelque part aussi en province. Voilà le début. Et donc, eh bien, j'ai pris mon bâton de commercial de la métropole et je me suis rendu à Cachan. Et j'ai passé une journée à Cachan à expliquer qu'il était indispensable pour la métropole que l'ESTP vienne s'installer à Dijon. Et donc, pour des raisons après de circonstances, vu que le STP avait déjà une antenne à 3, ça correspondait à ce qu'il souhaitait, mais il ne connaissait pas vraiment Dijon. Hein, et donc, il a fallu accueillir les responsables de l'école et leur dire qu'à Dijon, on est fiers du secteur du bâtiment et des travaux publics. Je salue les présidents qui sont ici dans la salle que j'ai vus tout à l'heure. Il y a 12 000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là, c'est pas rien. Et ils sont souvent très performants. Mais ils avaient besoin de se renforcer, de se conforter. D'où l'idée de cette implantation. Et puis, deuxième hasard et deuxième rencontre, j'ai reçu un coup de fil d'un ami, sénateur dans le Maine-et-Loire, et plus précisément dans la ville d'Angers, qui m'a dit « Mais tu sais, à Angers, c'est une ville qui ressemble à Dijon, et donc tu devrais rencontrer le président qui est à mes côtés, Hubert Cospin, parce que peut-être que l'ESEO aussi voudrait se déconcentrer et trouverait un autre lieu de développement. » Et c'est comme ça que une amitié est née, d'ailleurs on peut le dire ici, et j'en profite pour te transmettre le bonjour de Benoît Pilet que j'ai eu ce matin, puisque nous étions avec le ministre Le Drian pour parler de choses vraiment très, très graves et très tristes. Je veux dire ici notre solidarité pleine et entière, bien évidemment, avec le peuple ukrainien qui est sous les bombes en ce moment. Et donc, à partir de là, on a travaillé. Après, il a fallu travailler, monter, convaincre. Il fallait trouver des partenaires. En général, c'est comme ça qu'il faut faire. Et le premier partenaire de Dijon Métropole, c'est la région Bourgogne, Franche-Comté. T'as vu, je n'ai pas oublié. C'est la région Bourgogne-Franche-Comté qui a accompagné notre projet financièrement, et pas qu'un peu, mais on n'est pas là pour parler d'argent ce matin, quand on voit la réussite de cela. Et donc, petit à petit, par des conventions qui ont été passées avec les deux écoles, avec des promotions qui ont augmenté, qui ont commencé dans des situations difficiles, improvisées. En 2 ans, ce bâtiment est sorti de terre et aujourd'hui, on peut dire qu'on a réussi quelque chose. On a réussi tous ensemble, d'abord ceux qui ont construit, Vinci, bravo, formidable, le collectif d'architectes qui a fait un travail formidable, fantastique. Franchement, c'est sûrement le bâtiment le plus branché, excusez-moi de l'expression, mais le plus connecté, j'aurais dû dire, qui existe en ce moment sur notre territoire. Et donc, c'est un moment particulièrement heureux pour le maire et président de la métropole que je suis. Voilà, à grands traits, je pourrais développer à l'envie. Je pourrais d'ailleurs donner bientôt une conférence sur ce sujet. Vous m'inviterez. Merci. Une deuxième question pour vous, François Rebsamen. En quoi l'implantation de nouvelles écoles sur le territoire dijonnais est-elle si importante? Et selon vous, quel va être l'apport de ces deux écoles, hein, le STP et le l'ESEO, pour la métropole de Dijon?
La France manque d'écoles d'ingénieurs. Ce constat que l'on peut faire aujourd'hui, nous le faisons sur le territoire de notre région, bien évidemment. Il y a beaucoup de jeunes qui quittaient, c'est le message que je veux faire passer, je vois président de grande école ici, directeur, c'est le message que je veux faire passer. Nous avons besoin d'écoles d'ingénieurs. Et nous en manquons cruellement. Et souvent, des étudiants ne restent pas dans notre région parce que justement, il manque ces grandes écoles comme ESTP, ESEO qui viennent de s'installer. Donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à amplifier notre offre parce que ça ne concerne pas, je voudrais le dire ici, que des Dijonnais. J'entends dire des choses comme ça. Ça ne concerne pas que des habitants, des jeunes de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est un rayonnement, ces deux écoles ont un rayonnement national. Et donc leur périmètre de recrutement est bien évidemment local, départemental, enfin département on oublie, hein, local, régional et national. Et donc c'était une évidence pour moi. Une évidence parce que la gauche a beaucoup failli dans la construction d'écoles d'ingénieurs. Et j'étais très, très heureux en tant qu'homme de gauche qui vote Macron. Je le dis si vous avez loupé quelque chose, pas besoin de sifflet ni d'applaudissements, c'est mon choix. Et donc, je pense qu'il fallait développer des écoles d'ingénieurs. Et d'ailleurs, notre région qui perd des habitants, malheureusement, elle a besoin de renforcer sa capacité universitaire avec un nombre d'étudiants très important. Je salue le président de l'université de Bourgogne, ici présent, le recteur aussi, mais il y a à Dijon plus de 40 000 étudiants maintenant. Et donc, c'est un objectif d'avoir non pas le plus d'étudiants possible, mais des écoles qui permettent d'attirer, de rayonner et de permettre à la métropole et à la région de se développer. Et donc, c'était ça le but que nous avons poursuivi. Et quand on peut joindre la technicité totale à la réussite, c'est-à-dire Dijon est une ville connectée, et là-dessus, Angers nous envie un peu, mais ils vont nous rejoindre bientôt, je le sais, Hubert. Et donc, grâce à On Dijon, on a un rayonnement qui dépasse les limites de notre propre territoire, fort heureusement. C'est des dizaines, vous m'entendez, de délégations de tous les pays du monde qui viennent visiter On Dijon. Ce matin, les Saoudiens sont là, notamment, et je les recevrai tout à l'heure, parce qu'ils viennent voir ce que c'est qu'une ville connectée, la Smart City. Je le dis en français, c'est plus simple, ville connectée, c'est mieux d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci François Rebsamen. Donnons à présent la parole à un autre François, François Debain. Vous êtes directeur délégué Vinci Construction France pour la région Centre-Est. C3B, filiale de Vinci Construction et le constructeur du bâtiment. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les ambitions de départ pour ce campus ? Merci de me donner la parole. Alors, d'un point de vue personnel, étant moi-même ingénieur de l'ESTP, et tout comme ma directrice régionale de C3B qui est en vacances cette semaine, mais qui aurait bien aimé être avec nous, on avait à cœur de réaliser ce projet pour l'ESTP et pour ESEO. Et surtout pour l'ESTP, puisqu'on est quand même issu de cette école-là. Donc l'enjeu de départ, c'était quoi? C'était de constituer la meilleure équipe, l'équipe gagnante pour le projet. Donc on sait, pour un projet Smart Building, c'était un peu une nouveauté pour nous, mais ceci étant, on aime bien les challenges et c'est important d'évoluer dans notre monde qui évolue sans cesse. Donc au niveau numérique, au niveau énergétique, au niveau environnemental. Et puis, donc, on a associé à C3B, donc, qui est la filiale dijonnaise Bourgogne-Franche-Comté de Vinci Construction France. On s'est associé donc à Architecture Studio, l'architecte, les bureaux d'études Elitis Engineering, EOD pour le bureau d'études environnementales, Urban Practice pour le BET Smart Building, et puis qui nous a beaucoup aidé. Et puis Vivier s'est associé pour l'acoustique du bâtiment, qui est un enjeu majeur aussi pour ce type de projet. Et puis également, j'oublie notre filiale Vinci Facilities pour la partie exploitation-maintenance du bâtiment, qui est d'une durée de 15 ans, je crois, pour ce projet.
Et puis ensuite, c'est un jeu d'équilibriste, c'est-à-dire qu'il faut, on est dans un dialogue compétitif, donc il faut montrer qu'on a le meilleur projet, il faut faire et défaire le projet, puisque la première épure du projet, c'est pas la bonne, et je pense que l'équipe a montré que elle était soudée et qu'elle s'est remise en cause tout au long du processus pour arriver à développer le projet qui répondait aux attentes complètes des deux écoles et du jury qui constituait le projet. Et donc, on a obtenu la notification de ce marché en juillet 2019. Et puis, on a livré ce bâtiment-là en novembre de l'année dernière, 2021. Donc, un gros challenge des équipes travaux dont je reviendrai peut-être après, mais pour une durée de gros œuvre qui est en fast track, on va dire, en vitesse éclair. Alors justement, quels étaient les défis à relever et les problématiques spécifiques à ce projet? Par exemple, en termes de coût, de délai, comme vous l'évoquiez, et de faisabilité. La principale enjeu, c'est dans la phase conception, c'était au rendez-vous de ce qu'on a vendu. Donc, effectivement, que les promesses qu'on a faites soient tenues en phase conception. Et puis après, en phase réalisation, effectivement, que le délai du projet, avec des périodes Covid qu'on perturbé le démarrage des travaux, qu'on puisse être au rendez-vous de la rentrée 2021. Et je pense que les équipes ont tout fait dans cette énergie-là. Et je pense que, quand je parle des équipes, c'est l'ensemble des équipes projet, hein, pas que les équipes de Vinci Construction en France, mais l'ensemble des équipes. La SPLAD, qui était maître d'ouvrage délégué sur le projet, qui a énormément été acteur et facilitateur pour que le projet se déroule dans les meilleures conditions. Et on a formé, je pense, une vraie équipe sur ce projet, et c'est ce qui fait la réussite de nos métiers, d'avoir des équipes soudées et volontaristes pour arriver au bout de ce type d'opération. Merci François Debain. Nous allons maintenant donner la parole au collectif Architecture Studio avec une première question. Oui, merci. Au regard du cahier des charges du projet, quelle est l'approche architecturale que vous avez développée? Merci également pour la question. Effectivement, comme François l'a évoqué, c'était un vrai plaisir tout au long de ces études et de la suivi de réalisation de suivre ce projet qui était vraiment emblématique pour plusieurs aspects. Nous, Architecture Studio, on travaille donc à Paris on a travaillé sur plusieurs projets de campus par le passé. Il y avait notamment le projet de l'ESTP à Cachan, qui était un autre campus dans lequel on a travaillé sur un nouveau pavillon. Il y avait également, on travaillait sur le campus de Jussieu, sur la restructuration du secteur Est. Et on travaille actuellement sur un campus au Vietnam, à Hanoï, sur une grande étendue. Donc cette expérience, on a été très, très, très heureux de la challenger avec le cahier des charges qui relevait beaucoup d'intérêt. Et surtout, une particularité qui est vraiment rare et qu'il faut noter dans ce projet ambitieux et complexe, c'est l'alignement, en réalité, des ambitions. Donc, la première ambition, elle a été évoquée à l'instant, c'est le cahier des charges, mais c'est aussi la volonté publique d'avoir, avec un seul bâtiment, finalement la possibilité d'avoir un outil qui permet de redynamiser le campus, qui permet également d'avoir une vitrine pour cette stratégie On-Dijon, et puis enfin d'avoir un vrai marqueur en entrée de ville, dans une situation vraiment particulière, permet de articuler le campus avec la ville. Et puis il y a également les écoles, les deux écoles qui ont joué le jeu sur l'ambition pédagogique d'aller vers des nouvelles formes de pratiques dans l'enseignement qu'on a intégrées dans la réflexion. Et puis l'idée peut-être également de créer des nouvelles filières d'avenir, donc qui seront effectivement uniques sur le territoire national et on espère qu'il permettra de voir cette question des liaisons entre le monde du numérique et du bâtiment d'une autre manière. Donc tout ça, ça nous a interrogé sur la construction d'un bâtiment emblématique qu'on a décliné en 4 axes. Le premier, c'était de créer ce marqueur territorial qui permet de requalifier un adressage sur le parc, qui a été extrêmement bien requalifié par le passé avec l'agence ILEX, et puis de redonner une vraie vitrine, une vraie qualité d'adressage sur l'entrée de ville, avec ce recul qu'on a observé sur la façade sud. Donc c'était de montrer un bâtiment qui s'adressait à différentes orientations.
Et puis il y avait cette idée de répondre sur une fédération de bâtiments. Donc cette fédération de bâtiments, c'était une formule qu'on a vraiment soignée dans l'attention qu'on a portée pour travailler des façades polymorphes, finalement, un bâtiment avec une écriture polymorphe qui exprime les différentes entités, que ce soit les deux écoles qu'il fallait traiter de manière équivalente mais différenciée, et puis de distinguer les étages d'administration qui couronnent le bâtiment. Et puis de travailler aussi, un autre point qui était important, c'était ce bâtiment connecté et extrêmement ouvert sur la ville. Donc c'est ce qui fait que cet ensemble s'appuie sur ce socle en double niveau, dans lesquels on a intégré les laboratoires, les restaurants, les zones de détente, etc. Et qui se signale par ce hall en triple hauteur qui voilà, indique une nouvelle adresse, une nouvelle destination pour la métropole. Donc ça, c'est... Puis il y avait un dernier point, c'était sur l'aspect exemplaire environnemental. Donc vraiment, on a travaillé sur un bâtiment le plus compact possible. Au début, on a travaillé sur un cube qu'on a commencé par évider, ajuster, et ce qui permet de développer justement cette école sur 5 niveaux avec des grands atriums verticaux. Et puis il y avait d'autres aspects qui portaient notamment sur on va dire le besoin d'évolutivité, donc cet amphithéâtre qu'on peut partitionner en deux parties. Donc ça, c'était aussi une ambition particulière sur l'aspect acoustique, ça a été évoqué. Les salles peuvent se diviser. Le bâtiment peut s'étendre aussi sur sa façade nord. Donc ça a permis de recomposer aussi des plateaux évolutifs et puis d'anticiper demain des nouveaux usages avec une structure ossature poteau-poutre qui permettait complètement de revoir l'aménagement au besoin. Donc ça, c'était les points forts. Et puis il y a un aspect très très important qui a été évoqué par Laurence tout à l'heure, c'est 2 écoles dans un même bâtiment. Et donc ce qui nous a amené à penser un bâtiment vraiment bicéphale, avec au nord le ESEO qui se développe autour d'un noyau, et puis au sud le STP avec ce même noyau indépendant qui permet de faire d'un fonctionnement parfaitement autonome et un bâtiment qui accueille le public. Donc ça, c'était aussi un point important pour créer un lieu fédérateur, ce cœur autour de l'amphithéâtre. Merci. Je pense que vous avez anticipé ma deuxième question, qui était comment la conception de bâtiments hybrides destinés justement à abriter 2 écoles d'ingénieurs en un même lieu avait été appréhendée. Vous aviez commencé. Alors, ça a été évoqué justement, cette notion de bâtiment, déjà de bâtiment hybride et à travers du cursus qu'on a suivi, parce qu'on a appris aussi dans cette phase de dialogue compétitif, où on a proposé dans les premières phases d'études, je pense que François, tu t'en souviens, c'était ce grand cube complètement évidé qui proposait, à la manière d'un grand learning center, des espaces qui étaient à 100% mutualisables. Donc l'ensemble de l'atrium était traversant, comme une grande place intérieure, et toutes les salles de cours étaient banalisées et pouvaient être partagées. Et sur chaque plateau, elles s'ouvraient sur des terrasses qu'on avait appelées pédagogiques, qui permettaient de créer des espaces d'interaction et finalement d'enseignement sous différents formats, moins formels que les amphithéâtres, les salles. On a eu le retour des écoles qui étaient plutôt réticents dans un premier temps, mais on a gardé un enseignement. C'était l'idée que finalement, pour un bâtiment de ce type-là, il fallait ajouter des nouvelles fonctionnalités au bâtiment, qui n'étaient peut-être pas écrites dans le programme, et qui se définissaient par finalement la nécessité de créer des nouveaux lieux qui faisaient vivre cette mixité. Donc ça, c'était important, mettre en scène cette diversité d'acteurs, d'utilisateurs. Il y avait aussi une autre fonction qui était finalement de créer ces espaces où on pouvait encourager les nouvelles pratiques pédagogiques, donc des espaces qui étaient largement dimensionnés pour que ces nouvelles pratiques puissent se développer aussi dans les espaces communs, voire de circulation, ces échanges informels, d'interaction. Et puis un autre avantage, c'était de créer un lien très étroit avec l'environnement dans tous ces espaces-là, qui soient largement dimensionnés, ouverts sur l'extérieur et lumineux naturellement. Donc le premier espace qui a bénéficié de cette recherche, c'est le hall d'entrée, qu'on appelle l'atrium scénique, et donc qui répond de ses fonctions par un espace de communication des écoles, qui est un espace aussi d'échange justement informel, puisque l'amphithéâtre, c'est ce lieu de transmission véritablement formel en fait, du savoir. Donc cet amphithéâtre inversé dans l'entrée, c'est la possibilité d'inverser les rôles aussi, peut-être d'apprendre différemment, de possibilité à chaque étudiant de se positionner en tant que transmetteur d'un savoir. Et puis c'est aussi un lieu de détente, de contemplation qui s'ouvre et se projette sur le parc. Il y a un deuxième espace qui a bénéficié de cet enseignement, c'est finalement tout l'espace de déambulation que vous voyez au premier étage et au troisième étage,
et qui sont des sortes de passerelles entre les écoles, des lieux de population, et qui offrent des vues sur un paysage beaucoup plus lointain, qui est celui du Mont Afrique et du Mont de Siège, qu'on découvre ainsi sur ce panorama autour. Et ce panorama, on le découvre enfin avec les terrasses, où il faut savoir que l'ensemble des étudiants et du personnel peut se réunir sur cette terrasse aujourd'hui. Donc ça permet de forts moments de collégialité. Merci. Adressons-nous à présent à Hubert Cospin. Hubert Cospin, l'ESEO était déjà présente à Dijon par le biais d'une prépa intégrée. Pourquoi avoir choisi de vous développer encore un peu plus à Dijon? Bonjour. J'étais content de ne pas parler directement après François Rebsamen parce qu'il a donné une partie de la réponse. En fait, avant de commencer, je pensais à quelque chose, puisqu'on échangeait sur la beauté de ce campus à l'instant en vous écoutant. Je pense qu'on peut donner une salle d'applaudissements à tous ceux qui ont fait et qui ont permis qu'aujourd'hui on ait le sourire et que les étudiants qu'on a, que ce soit l'ESTP ou les EO, soient contents, les salariés, les professeurs. Donc je vous propose qu'on fasse une salle d'applaudissements pour tous ceux qui ont rendu ça possible. Maintenant, je vais essayer de répondre à la question. C'est le fruit d'une réflexion effectivement stratégique et d'un concours de circonstances. Le concours de circonstances, je pense, a été clairement expliqué tout à l'heure. Il y avait un alignement des planètes, comme on ne sait plus à le dire. La réflexion, c'est quoi? Il y a beaucoup de parents, j'imagine, dans la salle. Je vois beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi, mais même ceux qui ont mon âge, vous avez peut-être même grands-parents. Ma génération, celle qui m'a suivi et celle d'aujourd'hui, ont curieusement exactement la même attitude quand ils voient leurs enfants bacheliers quitter la maison pour aller faire leurs études. Ils sont tous contents de les voir partir faire les études, mais ils n'aiment pas qu'ils partent trop vite, trop loin. Et on s'en est rendu compte, ça fait des dizaines d'années. Donc on est content d'avoir des écoles tout près de chez soi. Et François Rebsamen l'a rappelé, c'est dommage que les Dijonnais partent loin, c'était dommage que les Angevins partent loin, puisque historiquement on est sur Angers, et puis maintenant également on a un beau campus sur Vélizy. Et c'est vrai que pour les enfants c'est bien. Et une autre raison, ça coûte cher de faire des études. Et si on doit en plus partir, il y a une difficulté supplémentaire, c'est se loger. Et se loger n'est pas facile. Ce sont tous ces paramètres que les jeunes prennent en compte. Donc, les étudiants restent des enfants et leurs parents sont contents qu'on ait cette approche-là. Donc, on avait ce premier élément. La deuxième chose, effectivement, on voulait se développer. On était déjà sur Dijon, on avait un beau partenariat avec un lycée. Je pense que je peux saluer les représentants du lycée Notre-Dame qui sont ici. On avait nos 2 classes préparatoires. Mais faire le cycle d'ingénieur et donner cette formation nous semblait essentiel. Alors, ingénieur, on en manque, effectivement. Si le STP, les EO et toutes les écoles d'ingénieurs en France sortaient 10 000 ingénieurs de plus, c'est un chiffre sur lequel on est tous à peu près d'accord, elles trouveraient du boulot tout de suite. Donc, on a un souci, c'est vraiment de développer et de créer ces écoles pour accueillir de plus en plus de jeunes. En venant localement, on a une chance que les Bourguignons, les Francs-Comtois, les Dijonnais nous rejoignent et qu'eux soient heureux avec un beau métier. Ingénieur, c'est un passeport. Je dis ça aux jeunes, ingénieur, c'est un passeport. Il y a de beaux métiers. Président de métropole, architecte, ce sont des beaux métiers. Président d'université ou d'une école d'ingénieurs, ce sont des beaux métiers. Mais ingénieur, c'était vraiment un beau métier et je vous encourage à le dire à vos enfants. Et comme c'est la journée des droits de la femme aujourd'hui, la journée des droits de la femme. Mais dites à vos filles, à vos petites filles, à vos nièces, aux voisines, dites-leur de faire ce métier. Ce métier, je vous dis, c'est un passeport. C'est vraiment un bonheur que de l'exercer toute sa vie. Ça, c'est la première chose que je voulais vraiment dire à vous toutes ici. Dites à vos jeunes que c'est un beau métier. C'est pas le seul, d'accord. Ils peuvent choisir le bâtiment comme l'électronique et le numérique. L'informatique, dites aux jeunes de faire ce métier et puis encouragez les jeunes filles de le faire. Merci Hubert. Deuxième question pour vous. Quel regard portez-vous sur ce modèle assez innovant où 2 écoles d'ingénieurs qui opèrent dans des domaines assez différents se réunissent sous un même toit? Alors, quand j'ai appris
que nous serions sous le même toit. Parce qu'au départ, j'avais appelé François Rebsamen, on s'est rencontrés, et au passage, je salue tous ces collaborateurs qui sont dans la salle, qui deviennent des visages amis. Je me disais, on va avoir un beau campus, ça va être super. Et puis, j'ai appris que ce serait le STP et le SEO. Ça m'a inspiré une réaction extrêmement plaisante. Je vais vous raconter une histoire. Je vais essayer de ne pas être trop long. Il y a une vingtaine d'années, rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer des chercheurs, un chercheur à l'ONERA. L'ONERA, c'est le CNRS de l'aviation et de l'aéronautique, l'aérospatiale. Cet homme travaillait sur les matériaux, la science des matériaux. Il travaillait sur le titane poreux. Le titane, ça va, le titane poreux, c'est du titane allégé. C'est un chercheur. On forme des chercheurs, des ingénieurs, certains ingénieurs continuent dans la recherche. Un jour, dans un congrès, un peu comme ici, au fond de la salle, alors qu'il expliquait son titane poreux, de façon à ce que les trains d'atterrissage d'avion soient plus légers, donc consomment moins, il y avait un médecin. C'est la cross-culture, l'échange de culture, l'échange de compétences, de connaissances scientifiques. Dans la salle, il y avait un médecin, un chercheur en médecine, qui travaillait sur des problèmes de larynx et qui n'arrivait pas à trouver une prothèse de larynx pour pouvoir coloniser cette structure avec les cellules humaines. En écoutant ce chercheur, il s'est dit, mais la dimension moléculaire dont il parle, le titane, il faudrait qu'on se parle. À la pause, ils ont pris un café ensemble. Ils ne se sont pas quittés, ils ont créé une start-up ici à Strasbourg. Et aujourd'hui, les gens qui souffrent d'un cancer du larynx, on peut les opérer. On leur met un larynx artificiel, c'est du titane poreux colonisé par des cellules humaines. C'est quoi ça? C'est deux sciences qui se sont mariées. Bien écoutez, aujourd'hui, je pense que l'image m'est venue tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, on a un mariage entre deux écoles. Bien que je ne sais pas ce que donneront les enfants. Nous, on est les témoins aujourd'hui. On est les témoins, mais je parie que, enfin, une ville intelligente, une smart city, il faut la construire et puis il faut la rendre smart. On est un peu là pour ça, tous ensemble. Donc, dans quelques années, on verra certainement le fruit de ce mariage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on formera des ingénieurs qui viendront au centre de pilotage de Dijon. Donc, je pense que c'est bien, c'est une très bonne chose qu'on ait les deux écoles ensemble. Merci Hubert. Une question à présent pour Hervé Lebouc, président du conseil d'administration de l'ESTP. Hervé Lebouc, pourriez-vous nous parler de l'ESTP, de sa stratégie? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, avant de vous parler de la stratégie, vous devez vous rappeler notre mission, parce que c'est de là que part notre réflexion stratégique. C'est aussi notre objectif, c'est d'être l'école en Europe, l'école de référence de la construction, qui forme des professionnels qui seront prêts à inventer, innover dans la réflexion sur l'acte de construire les villes et les territoires de demain. Alors tout ça, ce sont des défis environnementaux, sociétaux, technologiques. Et pour les relever, nous avons effectivement arrêté une stratégie il y a 1 an et demi autour de 4 axes. Je vais vous les donner rapidement. Le premier, c'est bien sûr l'enseignement. L'enseignement académique, c'est le moteur de l'école. C'est par là que tout passe. Et nous voulons être en avance sur les attentes considérables de toutes les parties prenantes, en particulier en matière de transition énergétique, vous venez d'en parler, mais aussi de transition numérique. Le deuxième axe, c'est la recherche et l'innovation. Le BTP, l'industrie en général de la construction, est très gourmande en carbone. Et donc nous devons favoriser une filière européenne de la recherche en la matière pour construire plus durablement, de façon plus sobre et décarbonée. Le troisième axe de notre stratégie, c'est l'internationalisation de l'école, qui est déjà bien avancée, puisque nous avons actuellement 90 universités partenaires dans lesquelles nos élèves peuvent faire une partie de leur cursus. Mais nous voulons en sélectionner une trentaine avec lesquelles nous allons approfondir ces partenariats pour y développer en particulier justement des projets de recherche en commun. Par ailleurs, nous avons actuellement un peu moins de 20% d'élèves étrangers dans l'école, dans nos campus. Notre objectif est dans les 5 ans d'avoir 30% d'élèves ingénieurs étrangers, ce qui veut dire que dans 5 ans, nous formerons à peu près 300 ingénieurs diplômés de l'ESTP étrangers. Et puis enfin, nous envisageons aussi des campus à l'international, parce qu'il y a des gros besoins, en particulier, je pense à l'Afrique subsaharienne, où les grandes entreprises, et Dieu sait si en France, on a parmi les 3 ou 4 plus gros groupes européens, mondiaux, qui ont besoin de
d'ingénieurs et de gens formés localement pour ensuite alimenter les projets que ces entreprises ont à construire dans ces pays. Alors ça sera, à mon avis, le premier en Afrique saharienne, hein, Jacques, mais ensuite nous avons aussi des réflexions sur l'Amérique du Nord et l'Asie. Et enfin, le quatrième axe, c'est améliorer la visibilité et l'image de l'école, puisque aujourd'hui nous sommes ici présents, je veux dire qu'un campus, c'est la première chose que l'on voit, qu'un élève voit ou que les parents voient, et donc ça participe grandement à l'image de marque de l'école. Et donc je voudrais vous remercier de nous avoir offert une si belle école qui est sobre et qui est très belle en plus du point de vue architecture. Voilà donc les quatre axes, vous voyez, ils sont tout complètement liés et vont dans le sens d'un meilleur enseignement et d'une recherche dans les nouveaux métiers de la construction qui sont maintenant très complexes. Merci. J'ai une deuxième question. Pourriez-vous nous dire comment la création de ce nouveau campus à Dijon, du coup, s'inscrit dans cette stratégie? D'abord, à trois titres. Le premier, je viens de l'expliquer, c'est encore une fois une vitrine pour l'école et on est très fiers de montrer les maquettes. Pour l'instant, c'était des maquettes. Maintenant, de montrer le bâtiment fini et son exploitation tel que M. l'architecte l'a présenté. Donc, première chose, une vitrine qui participe à l'image de marque de l'école. Deuxièmement, comme le disait mon président de notre co-école, il y a des besoins énormes en ingénieurs dans la construction, de plus en plus, parce que ça devient de plus en plus complexe, avec la transition énergétique, la transition numérique dont j'ai parlé. Et, donc, et en plus, la demande est tirée par les PME, parce qu'elles-mêmes, étant confrontées à des développements si complexes, embauchent plus d'ingénieurs qui ne le faisaient il y a quelques années. Et donc, elle est locale et régionale, d'où l'intérêt d'être dans des territoires comme celui de la métropole de Dijon. Et puis troisièmement, bien sûr, en Dijon, le président en a parlé, c'est là aussi une image que l'on va véhiculer. Et d'ailleurs, on est en train de créer une chaire de ville câblée, vous m'avez dit, ou connectée à Dijon pour former les ingénieurs dans ces nouveaux métiers. Et bien sûr, Dijon sera un lieu d'expertise très important pour nous. Merci beaucoup. Joël Cuny, c'est à vous. Première question, pouvez-vous nous parler du projet de formation qui est mis en place sur le campus de Dijon? Oui, merci Anne. Donc pour répondre à cette question, je vais d'abord commencer par remercier l'ensemble des acteurs qui sont présents, que ce soit la métropole, la région, le ZEO bien sûr, les architectes et puis toutes les entreprises qui ont réalisé. J'ai une pensée émue et très forte pour nos équipes, en particulier pour Laurence Mangenot et puis sa jeune équipe ici du campus. Voilà, donc je vais me permettre aussi qu'on puisse les applaudir parce que c'est une belle aventure. Donc Laurence a rejoint le STP en 2018, donc c'est vraiment 4 ans d'investissement, de travail, et on voit le résultat et la collaboration qui s'est instaurée. Je crois que c'est ce mot-là que je voudrais retenir d'abord, c'est cette notion de collaboration, de fédération des acteurs autour de ce projet. La qualité du campus, je ne sais pas, aujourd'hui, on parle beaucoup d'usage, on peut se poser la question, voilà, donc comment est-ce que je me sens dans ce campus, comment est-ce que je me sens dans cette conférence sur mes perceptions de la conférence, de l'acoustique, voilà, de ce moment de convivialité. Je crois qu'on a une démonstration de ce qu'est l'excellence du secteur de la construction, et j'inclus bâtiments, infrastructures, on parle de ville, on parle de territoire et d'aménagement du territoire. Donc on l'a rappelé, c'est un secteur industriel dont nous devons être fiers, que nous devons porter, et qui est au cœur des transitions, et les transitions aujourd'hui qui sont les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Nous sommes aujourd'hui au cœur des transitions et de cet objectif. Alors ce qui fait vraiment l'excellence de ce secteur, c'est la qualité des ingénieurs. On en a parlé, nous devrions pouvoir former plus d'ingénieurs. En France, nous formons
44 000 ingénieurs dans environ 200 écoles d'ingénieurs, et ce n'est pas suffisant. Et donc, nous devons former aujourd'hui beaucoup plus d'ingénieurs parce qu'ils sont capables de concevoir, de designer, de mener des projets. Maintenant, et c'est tout l'enjeu de ce projet et de ce campus, je regarde aujourd'hui les concepteurs, de maintenir et d'exploiter, parce qu'on nous a promis à travers ce campus, un campus exemplaire, connecté, basé sur cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Neutralité carbone qui est basée sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est d'être sobre, c'est-à-dire on va travailler sur la performance énergétique, sur l'isolation, sur les matériaux. Et le deuxième pilier, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'on a mis aujourd'hui un bâtiment qui était connecté avec de la technologie et où on investit sur la technologie en se disant c'est la technologie qui va nous permettre en parallèle de la sobriété d'atteindre ces objectifs de neutralité carbone. Alors, je vous décris ici tout le projet de Hanne Dijon également, puisque si j'élargis et si je fais un focus sur ce bâtiment et si je l'élargis à l'ensemble de la stratégie de la métropole, je pense et je ressens que c'est vraiment la stratégie, monsieur le maire, de votre métropole. Et en ce sens-là, je tenais à vous remercier d'avoir aujourd'hui invité le STP à être présent sur quelque chose, sur un lieu, un territoire qui est une vitrine de ce qu'est la construction et sera de la construction et de ce qu'est l'excellence de la construction de demain. Alors, donc, pour parler de la formation, c'est bien le projet qui nous anime. Donc, un premier cycle d'ingénieurs donc des infrastructures, d'ingénieurs avec une particularité, une intégration dans les problèmes, dans les sujets de territoire, puisque nous développons ici une option autour de la Smart City. Donc nous formons un diplôme d'ingénieur, donc c'est un cycle d'ingénieur pour le moment qui est posé ici sur ce campus, avec une option Smart City qui pour nous sera une vitrine de la Smart City, puisque la Smart City pour nous est notre lieu que nous avons choisi avec vous, c'est Dijon. Et donc, je voudrais aborder ce sujet sur l'impact aussi. Je pense que nos écoles, et je regarde l'ESEO, ont un réel impact. Et il va falloir qu'on se pose aussi la question de comment est-ce qu'on mesure l'impact d'une école comme l'ESEO et l'impact d'une école comme l'ESTP sur le territoire. Et cet impact, c'est un impact qui se décline, on l'a exprimé de multiples façons, à la fois un impact social, un impact en termes d'innovation, un impact en termes de développement économique, un impact en termes de recherche. Et cet impact-là, ce que nous ferons à Dijon, et c'est la volonté, je pense, qui est partagée des acteurs, c'est de se dire nous devons porter des projets à fort impact. Et dans ces projets à fort impact, je tenais à souligner dans les projets de formation l'importance du campus des métiers et des qualifications. Donc le projet tellement important du campus des métiers et des qualifications, territoire intelligent, est un véhicule qui... je vous regarde, monsieur le recteur, donc qui me paraît être un vrai véhicule qui permet de fédérer l'ensemble des acteurs des Bac-3, Bac+3 aux écoles d'ingénieurs, au doctorat, autour d'un projet de formation et de recherche et de vraie recherche de cohérence du territoire. Et en ce sens-là, aujourd'hui, je sais que ce campus des métiers a répondu à un appel à projet, appel à manifestation d'intérêt pour faire un diagnostic au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté et fédérer l'ensemble des acteurs pour identifier les secteurs économiques porteurs, les nouveaux métiers, les nouveaux besoins de formation. Et c'est dans cette stratégie de fort impact que nous inscrivons le projet conjoint avec l'ESEO, avec des projets potentiels de développement. Le projet initial, c'était de former d'une promotion d'une centaine d'ingénieurs sur le campus. On voit que l'impact va faire que maintenant, on voit apparaître de nouveaux projets très rapidement qui sont de former potentiellement des bachelors en lien avec les territoires, des masters spécialisés et de développer des activités aussi d'innovation et de R&D. Joël Cuny, vous avez beaucoup parlé de la recherche, justement. En ce qui concerne la recherche à Dijon,
Pouvez-vous nous parler des thématiques qui sont actuellement envisagées par le STP notamment ? Alors, ce qui fait l'excellence de nos établissements, c'est la formation, la capacité à former en lien avec les besoins en technologie, les besoins en compétences, l'employabilité. Mais ce qui fait aussi la qualité de nos établissements, c'est notre capacité à mener des activités d'innovation et de recherche. Les deux sont indissociables. Donc, ce projet-là de recherche, il est là, il est à Dijon, il est encore à imaginer, à construire. On voit aujourd'hui des thématiques qui sont des thématiques qui se développent, puisque en regardant ce bâtiment, on parle d'un bâtiment qui est frugal, qui est connecté. Il va falloir se poser la question aussi de savoir par rapport aux usages de ce bâtiment, est-ce qu'il répond aux usages, hein, donc, et comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce bâtiment qui est un bac à sable, un vrai démonstrateur qu'on partage avec dans nos complémentarités d'écoles d'ingénieurs du secteur de la construction et d'écoles plutôt de l'électronique. Et donc, comment est-ce qu'on le partage comme étant un bac à sable pour pouvoir mener des activités d'observation, d'usage, de structuration de la donnée, de lier les usages et la performance globale du bâtiment. Donc ça, c'est déjà, premièrement, sur le projet bâtiment, quelque chose qui se dégage. Maintenant, les thématiques de recherche et nos écoles implanteront ici des équipes de recherche qui sont des équipes de recherche dédiées autour de la problématique large de la Smart City. On voit bien effectivement des sujets qui se dégagent sur l'évolution et la densification des usages de la ville durable. C'est de la décarbonation, de l'efficacité, la frugalité énergétique de la ville. Et puis, c'est des sujets tels que la qualité de l'espace urbain, la résilience. Voilà, ça, ce sont quelques grands chapitres là qu'il faut ouvrir avec un vrai territoire d'innovation et un vrai territoire d'expérimentation. Et tout ça, bien sûr, voilà, dans une perspective, et c'est aussi d'être ici sur le campus universitaire, dans un écosystème avec le CHU, avec d'autres écoles qui sont sur l'agro, voilà, et des écoles et d'universités qui sont sur le digital. Tout ça doit se faire dans le cadre d'une complémentarité, d'hybridation et puis de fertilisation, en tout cas, de nos compétences. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Marie-Guite Dufay. Marie-Guite Dufay, l'installation du campus ESEO STP à Dijon a été soutenue par la région Bourgogne-Franche-Comté. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Je pense que je n'ai plus grand-chose à dire. Après tout ce qui vient d'être dit, si la région n'avait pas accompagné, je pense que la région elle aurait été en dehors de ses responsabilités, hein. Donc, je pense qu'au départ, au commencement, à l'origine, il y a une vision. La vision d'un maire, président de métropole, qui conduit le développement de son territoire, et en conduisant le développement de son territoire, il conduit aussi le développement de la région. Tout est lié, nos intérêts sont liés. Et puis, ce qui est bon pour l'université, puisque ces deux écoles et ce campus enrichissent notre offre universitaire. Ce qui est bon pour l'université est excellent pour la région. Nous avons besoin d'une université forte, dans tout ce qui a été dit sur le besoin de compétences, le besoin d'ingénieurs. Il y a ici une réponse, mais une réponse qui s'inscrit, je le dis bien, dans une vision. Après, il y a derrière les entreprises de notre région qui vont pouvoir magnifiquement bénéficier de cette offre accrue de compétences. Et puis, c'est une offre privée qui enrichit une offre publique de belles écoles d'ingénieurs. Hein, je pense à GrosSup, je pense à l'INSAT à Nevers, je pense à l'ENSEM à Besançon. Donc, tout cela fait que la région est effectivement très présente dans le back-office. On a dit qu'on ne parlait pas d'argent, donc on ne parle plus de rien en ce qui concerne la région. Nous avons une deuxième question pour vous, Marie-Guite Dufay.
Nous sommes en pleine période de Parcoursup, de vœux Parcoursup pour les jeunes en terminale. Que diriez-vous aux jeunes qui sont en train de réfléchir à leur orientation pour les inciter à venir étudier ici, en Bourgogne-Franche-Comté? Bon, je leur dirais qu'ici, ils ont tout ce qu'ils peuvent trouver ailleurs, avec en plus une qualité de vie qu'on ne trouve pas dans des grandes villes. Ici, il n'y a pas la pollution et puis les difficultés, les embouteillages, les difficultés de respiration, les coûts chers en matière d'accès au logement. Hein. Ici, tout est plus simple. On a tout ce qu'il faut dans un environnement extraordinaire parce qu'autour de Dijon, c'est la région, Bourgogne-Franche-Comté, avec une qualité de vie sensationnelle. Donc, il n'y a pas à hésiter. Hein, et tout est beaucoup plus cher, tout est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Hein, hein, voilà. C'est une région accessible à toutes les bourses et c'est une région qui fait rêver par sa richesse historique, sa richesse patrimoniale. Et au niveau des débouchés, on ne le sait pas assez parce que, effectivement, nous avons des pépites dans tous les domaines économiques, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit les microtechniques, que ce soit l'hydrogène, que ce soit la santé. Nous avons des pépites dans tous les domaines. Donc, il y a tout ici, c'est ce que je dirais. Et en plus, c'est beaucoup moins cher et accessible. Merci Marie. Cette table ronde va maintenant bientôt toucher à sa fin. Nous remercions chaleureusement si tous vous les permettez, si vous permettez, juste pour terminer, cet après-midi, Hubert Cospin présidera son dernier conseil d'administration de l'école ESEO. L'installation de ESEO lui doit beaucoup ici, donc je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort pour ça. Nous remercions donc chaleureusement chacun d'entre vous, acteurs de ce projet, pour cet échange qui a été riche et constructif et qui illustre bien la façon dont nous avons travaillé tous ensemble depuis 4 ans. Nous appelons à présent Carlos et Laurence à nous rejoindre sur scène pour la suite de la cérémonie. Merci Anne, merci Audrey. Nous invitons maintenant à nous rejoindre Titouan Cabrol, président du BDE ESTP T-Prisme, et Thomas Forest, président du BDE ESEO Duc, qui vont nous parler de leur expérience campus. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Titouan Cabrol, président du bureau des élèves de l'ESTP. Merci déjà de m'accorder ce rapide temps de parole afin de donner mon ressenti et celui de l'ensemble de mes camarades sur notre établissement. Vous aurez la chance de le visiter cet après-midi. Nous avons la chance d'y travailler. La réussite des élèves de l'ESTP est avant tout due à leur travail et à celui de leurs professeurs incroyablement compétents. Monsieur Achour, j'accepte l'échec et les virements. Cependant, je pense qu'un environnement comme celui-ci est incontestablement très agréable pour faciliter notre apprentissage. Je ne vais bien sûr pas vous relister toutes les fonctionnalités techniques et technologiques du bâtiment. Elles sont si nombreuses que je n'en aurai pas le temps. Cependant, je peux relever rapidement certains points essentiels de notre vie étudiante. La facilité de circulation dans l'ensemble des locaux, premièrement. Ensuite, la chaleurosité du foyer nous permettant d'organiser en collaboration avec les EO de superbes événements. Le confort également de la terrasse du 4e étage, qui est à l'unanimité l'endroit favori des étudiants. Ou encore le grand nombre de salles toujours accessibles aux élèves pour travailler, pour se détendre ou pour faire des karaokés. Certains dans la salle se reconnaîtront. Pour résumer, nous sommes très contents de pouvoir étudier ici et très fiers de montrer notre école à notre famille et à nos amis. Et merci beaucoup pour votre attention et je passe désormais la parole à Thomas, président du BDE de l'ESEO.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir aujourd'hui pour l'inauguration de ce nouveau et ce superbe bâtiment, comme l'a si bien dit Titouan. Cette fusion de nos deux écoles est une première en France et cela permet d'avoir une vie étudiante encore plus riche. Cette période fut dure, comme vous le savez, pour la vie étudiante et pour la vie étudiante en général, mais nous avons su nous battre tous ensemble pour que la scolarité n'en pâtisse pas. Nos écoles nous ont permis de maintenir un bon niveau scolaire et cela est notamment dû grâce à notre force dijonnaise, cette famille ESEO-ESTP, que nous avons construit ensemble afin de favoriser le développement de chacun. Pour la suite, nous continuerons à développer et à garantir une vie étudiante pleine d'épanouissement ensemble dans ce bâtiment où ESEO et ESTP ne font qu'un. Je vous remercie pour votre attention et je tiens à vous remercier au nom de tous les étudiants, toutes les personnes qui nous ont permis d'étudier et de nous épanouir dans ce nouveau campus. Merci. Merci Titouan, merci Thomas. Vous l'aurez bien compris, l'ouverture de ce nouveau campus est avant tout une histoire de femmes et d'hommes. Et nous tenons à rajouter quelques remerciements. Et je laisse la parole à Laurence. Donc, tout d'abord, merci à nos étudiants, à nos tout premiers étudiants, qui nous ont fait confiance et qui ont eu le courage d'être des pionniers. Donc, merci à vous. Merci également à tous nos collègues des autres campus qui nous ont aidés dans tout ce processus. Cachan et Troyes pour le STP, Angers et Paris pour le ZEO. Un très grand merci et une pensée toute particulière, avec un peu d'émotion, pour les équipes de Dijon, ESEO et ESTP, qui ont œuvré, qui œuvrent encore avec engagement et bonne humeur au développement de ce campus. Ça n'a pas été simple, c'est pas encore tout à fait terminé quand même, mais franchement, je vous propose qu'on les applaudisse tout particulièrement. Voilà. Et enfin, merci à tous nos partenaires, Dijon Métropole, de l'ASPLAT, de C3B et d'Architecture Studio, pour le travail collaboratif et toujours constructif mené ces derniers mois. Et merci à la région Bourgogne-Franche-Comté pour le soutien sur ce projet. On se dirige vers la fin de cette première partie. Peut-être deux petites informations pratiques. La première, c'est qu'il y a un cocktail dans la foulée, mais ça, vous le savez déjà. Mais ce que je voulais simplement préciser, c'est qu'il se tiendra dans la déambulation du premier étage autour de l'amphi, mais également au rez-de-chaussée dans l'atrium. Donc ça vous permettra effectivement de visiter l'ensemble de l'espace. Et la deuxième précision, c'est qu'il y a une visite du bâtiment qui est prévue, qui va être animée par des binômes ESTP-ESEO qui se sont formés pour vous présenter au mieux ce bâtiment et puis ses ambitions, ce qu'il a de différent par rapport aux autres, et que le départ de ces visites se fera juste à l'extérieur de l'amphi. Donc certains d'entre vous sont déjà inscrits, d'autres non. Il est possible de s'inscrire évidemment au dernier moment, donc ça se passera juste derrière dans la déambulation ici. Voilà. Et puis pour clôturer cette cérémonie, on va découper symboliquement un ruban qui matérialise finalement notre implantation, celle de l'ESTP, celle de l'ESEO, dans ce superbe campus tout neuf. Donc pour ça, effectivement, on va demander aux différents acteurs, aux différentes parties prenantes de ce projet de se lever et puis on va découper ce ruban devant vous. Et puis on vous retrouve tout de suite après, voilà, avec une petite flûte de crément. On est en Bourgogne.